Il est midi 2. Donc, on va commencer. Bonjour, bienvenue à tous à cette deuxième épisode de la deuxième série des webinaires Midi Expert. Merci d'être là. On n'est pas une super grosse gang ce midi, mais en tout cas, ça vous donnera peut-être l'occasion de participer un peu plus. Donc, ouais, merci d'être là. Il fait peut-être très beau partout au Québec, là, donc on vous remercie d'être là. Sans plus tarder, donc, on démarre. Donc, deuxième série de Midi Expert spécial ERP. Donc, on a fait une plus petite série un peu orientée vraiment sur les ERP cette fois-ci. 4 épisodes, l'identification des besoins qu'on a eu la semaine passée. Aujourd'hui, autour du cahier de charge, donc comment monter un cahier de charge un peu. Sélection et intégration la semaine prochaine et finalement gestion du changement la semaine suivante. Euh, J'en profite aussi pour dire merci à nos grands partenaires, Raymond Chabot, Grant Thornton, WSP, Lavery et IQ, en fait, Investissement Québec, CRIC, pour le dire au long, ainsi que le gouvernement du Québec, bien sûr. Ces grands partenaires-là nous aident à mener à bien notre mission, à vous aider aussi. Ce sont également des experts que l'on consulte régulièrement et nous appuient dans notre mission de ce côté-là aussi. Notre mission, ben, en fait, c'est d'aider les entreprises à prendre le virage numérique. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce qu'on fait, voici une courte diapo, puis je passe très, très rapidement, là. Euh, Ce qu'on fait, en fait, de façon générale, c'est un accompagnement personnalisé, clé en main, enfin, on peut le mettre comme on veut, des entreprises. On démarre ça, on fait ça en 5 étapes. Donc, situation actuelle, on vient faire un peu un diagnostic, s'assurer, en fait, savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de la maturité numérique. Ensuite de ça, on s'assure que les projets que vous avez en tête, parce que la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir, ils ont déjà des projets en tête, on s'assure que c'est bien aligné avec le plan stratégique. Ensuite de ça, on développe un plan numérique avec eux. L'idée étant de bâtir quelque chose qui est ben, qualifier, quantifier, s'assurer qu'on a les bons projets, qu'on a les bons experts. Surtout, on va utiliser notre grande cartographie d'experts, dont notre invité d'aujourd'hui fait partie, pour bâtir ce cahier de charges-là aussi. On peut l'appeler comme ça, mais sur le plan numérique, en fait. Et donc, une fois qu'on a ce plan numérique-là, qu'on a les projets, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, comment ils vont coûter, ainsi de suite, on va passer à préparation au financement. Donc, on va vous aider à trouver les bons partenaires financiers du côté public, bien sûr, et à faire une partie du cahier, en fait, du montage financier. Par la suite, cinquième étape, ben, développement et suivi, ou en fait déploiement et suivi. On va vous aider à déployer les projets, on va vous aider à faire un certain suivi là-dessus, tout dépendant des besoins des entreprises. Donc, on s'adapte bien sûr à votre situation. L'idée étant que c'est un accompagnement personnalisé, bien sûr. Sans plus tarder, passons au sérieux au webinaire d'aujourd'hui, en fait. Euh, Petit avertissement d'entrée de jeu, c'est la série sur le ERP qu'on met de l'avant ce mois-ci, dans le mois d'octobre. Ce veut pas, c'est pas une formation sur comment déployer un ERP, c'est plutôt de l'information qu'on tenait à vous donner pour bien vous préparer à cette grande aventure, ce grand projet qui est le déploiement d'un ERP. C'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup d'expertise. C'est pour ça qu'on est allé chercher 4 experts différents pour nous donner un coup de main de ce côté-là. Puis pour vous présenter les grandes étapes, puis vous assurer que vous allez avoir les bons outils pour suivre ces étapes-là, comprendre ce qui se passe, puis en fait, bien recevoir toute l'information que les experts qui vont vous accompagner là-dedans vont vous donner. On a comme invité aujourd'hui Pascal Vachon, qui est un de nos experts, bien sûr, dans notre grande cartographie, comme je le disais. Pascal Vachon est un ingénieur de formation. Il a un diplôme de deuxième cycle aussi en stratégie d'affaires. Il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke également, mais en parallèle de tout ça, il a démarré une entreprise qui s'appelle Acronym en 2018, qui sert principalement à améliorer la performance des entreprises en accélérant leur transformation numérique. Au travers de ça, bien sûr, il collabore avec une foule d'experts numériques et avec différents organismes dédiés au développement économique des entreprises. Et bon, les solutions sont bien sûr adaptées à la réalité des entreprises du Québec. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, je te cède la parole, Pascal. Bonne présentation à tous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Très, très, très bonne présentation, préparation. Je vais juste prendre quelques secondes pour mettre ma présentation de mon côté.
Voilà, tu vas-tu me confirmer que... Non, pas encore, hein? Il manque un petit bouton. Voilà. Tu peux me confirmer, Jean-Philippe, que ça fonctionne? Oui, c'est bon. OK, super, merci. Ben, moi, je disais, bonne présentation. Là, ben, pour moi, là, c'est bon, là, c'est gentil, mais je trouve que ben, merci déjà de l'opportunité, en fait, parce que cette série-là, pour moi, a beaucoup, beaucoup de valeur dans le contexte actuel où il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se questionnent, qui sont peut-être rendues à un projet de ERP, qui ne le sont peut-être pas, qui se questionnent à savoir est-ce que j'y vais ou pas. Donc, pour moi, cette série-là, cette nouvelle série en 4 morceaux, 4 experts, puis c'est le fun d'avoir différentes opinions, ben, permet, en tout cas, j'espère, à ceux là, qui sont dans la salle, qui écoutent actuellement, de se faire une tête un peu ou d'en apprendre davantage et un peu démystifier c'est quoi le processus puis c'est quoi les bouts importants. J'espère pouvoir vous amener un petit peu plus loin dans ce sujet-là, dans le volet cahier de charge, mais vous aurez compris qu'on a chacun un morceau au travers de ce processus-là dans les 4 étapes et que les 4 se recoupent un peu ensemble. Donc, d'avoir différentes couleurs, je pense que c'est une bonne chose. Donc, sans plus tarder, je passe à la prochaine slide si mon curseur va bien. C'est juste avant de me lancer dans le sujet directement, juste rapidement, puis je pense que tu l'as dit un petit peu, Jean-Philippe, je passerai beaucoup de temps là-dessus, mais on fait quoi chez nous? Ben, stratégie numérique, efficacité opérationnelle. Donc, on aide les entreprises, beaucoup, majoritairement même dans la PME, à se faire un plan numérique, à choisir des logiciels, puis à embarquer là-dedans, à améliorer les processus. Je n'irai pas plus loin, le reste, vous aurez pu le lire dans les quelques secondes où j'ai affiché la slide. Notre expertise, on aime la diviser en 3, donc la stratégie d'affaires, l'expérience au niveau de la technologie, par exemple, sélection de logiciels, pour au niveau des opérations. C'est ce qui nous définit chez Acronym. Je disais donc, on est au deuxième webinaire, dans le fond, d'une série de 4. Donc, vous avez vu la semaine dernière, je crois, ou en tout cas au premier des 4, l'analyse des besoins. Aujourd'hui, on va en fait, ce qui vient de l'analyse des besoins qui sert à faire finalement une cahier de charge, qui est un peu la transmission des besoins de l'entreprise vers la prochaine étape que vous verrez, je crois, la semaine prochaine. Sélection des fournisseurs, implantation, qui est vraiment le gros morceau intéressant, juteux, si on veut, pour l'entreprise. Mais avant de se rendre là, l'étape de préparation avant, en fait, sont toutes importantes, les étapes. Celle du cahier de charge, je vais me faire un plaisir de vous présenter notre vision à nous, qui est basée sur plusieurs références. D'ailleurs, là, je vais vous montrer quelques références à aller chercher. Et dernière étape, à ne pas négliger la gestion du changement. Tout ça amène beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, beaucoup de formations à prévoir. Et il faut prévoir ça aussi. Donc, je laisserai des gens à la 4e session vous présenter ça. Donc, deuxième étape au menu ce midi, au-delà de votre lunch, j'espère qu'il est chaud et délicieux. J'ai dit ça en 5 petits blocs, là, en fait, là, les objectifs du cahier de charge, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Pourquoi on se donne autant de misère à faire ça finalement? Parce que c'est quand même un peu de travail. C'est quoi le contenu? Ça, je pense que ça va être le bout le plus important. Qu'est-ce qu'on veut mettre là-dedans? C'est quoi les différents morceaux, les essentiels? Il y en a qui sont un peu moins importants. On va aller plus ou moins en détail en fonction de l'entreprise aussi, du contexte de l'entreprise, mais le contenu est super important. Je pense que 2 slides sur des erreurs à éviter. Qu'est-ce qu'on veut ne pas faire ou s'assurer de faire quand on va rédiger un cahier de charge? Questions fréquentes, et là, c'est des questions qu'on nous pose en général, que je vais essayer de vous répondre, mais je vous invite, je crois, hein, Jean-Philippe, peux-tu me confirmer que les gens peuvent activer leur micro et poser une question? Sinon, tu vas pouvoir me transférer la question à mesure si vous l'écrivez dans le chat. Absolument. Les gens peuvent ouvrir leur micro, poser des questions en cours de route ou l'écrire dans le chat si c'est plus simple comme ça. Puis soit toi, tu les verras passer, soit je te les pose à ce Ouais, moment-là. je vais essayer de faire afficher le chat de mon côté, mais je ne peux pas garantir que je vais avoir les yeux partout en même temps. Donc, n'hésitez pas, là, c'est une question en cours de route, peut-être dans le contenu, entre autres, là, sur mais comment on fait ça ou quelle longueur. Sinon, je les ai prévues à la fin, là, celles que je m'attends que vous vous posiez dans l'audience. Et ben, j'ai mis une slide, là, quelques références à la fin là, c'est quelques exemples de références, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de documentation qui explique. Ce que je vais vous présenter ce midi, là, ce qui va être le bout important, je pense, c'est l'expérience que j'apporte de ça. Il y a déjà beaucoup de ce contenu-là qui existe. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'exemples, je trouve, très, très concrets de ce que nous, on fait, la façon de faire au Québec adaptée aux plus petites entreprises des fois ou avec les solutions qu'on a ici. Il y a beaucoup d'outils de comparaison qui viennent d'ailleurs, des fois un peu moins adaptés ici. Donc, on va regarder ça aussi. Donc, je poursuis. On va commencer par une petite question. Je vais vous laisser environ 1 minute. Soit vous prenez votre téléphone avec l'appareil photo, vous scannez le code QR, on est rendu habitué avec les codes QR, ou vous allez, s'il vous plaît, sur slido.com, rentrer le petit code qui est là. Et là, je vais voir apparaître vos réponses. En fait, vous allez voir apparaître les réponses à l'écran à mesure qu'ils sont entrées. C'est très, très rapide. J'aimerais savoir ce qui vous amène ici, si vous considérez l'implantation d'un système ERP au cours de la prochaine année.
On va se laisser quelques secondes pour répondre à ça. Oui, peut-être. Peut-être c'est bon, ça c'est notre audience là. À se poser des questions. Non. En même temps, je vais lancer une question à répondre dans le chat. C'est une question quiz. Que signifie l'acronyme ERP? Et ne m'écrivez pas Enterprise Resources Planner, je cherche l'autre définition. Oui, non, peut-être. Bon, donc c'est partagé, c'est le fun en direct comme ça. Est-ce que j'ai le nombre 10 répondants et on est combien? On est une 20, je n'ai pas le chiffre exact. On est une vingtaine, c'est tout ça? Moi, je pense qu'avec la moitié des répondants, c'est parfait. Merci pour vos réponses, très apprécié. On voit que ça bouge encore. Donc, 45 oui, 27 non, 27 peut-être. En gros, là, je pense que je vais aller à ma prochaine slide. De toute façon, c'est dans les statistiques. Beaucoup d'entreprises actuellement, soit sont en train, regardez la deuxième, le 50 acquièrent, mettent à niveau, prévoient mettre à jour bientôt leur système ERP. C'est une statistique qui est un site américain, en fait. Je n'ai pas été chercher des statistiques spécifiquement québécoises parce qu'on n'en a pas. On sait que ça ressemble à peu près à ça là, dans les différents consultants. Puis vous voyez, on a un 45 dans l'échantillon de 11 que vous êtes et on a un 50 et c'est pas mal ça qu'on voit sur le terrain. 50 d'entreprises qui sont en train de l'envisager ou en train de le faire actuellement parce que les projets de transformation numérique passent beaucoup par la donnée. J'aime dire que c'est des projets, là, tout ce qui est 4.0, c'est la donnée qu'on veut utiliser différemment. La donnée, il faut-il que ça centralisé, la stocker quelque part, la traiter, l'afficher, faire quelque chose avec. Si on le centralise, ça tourne pas mal autour du ERP. Merci, je vois Étienne. Logiciel de gestion intégrée, oui, en français. Mais je vais donner ma réponse tout de suite là, avant que je l'oublie à la fin, là, mais ERP, Excel Replacement Program, hein, ça va souvent être le logiciel qu'on va chercher pour remplacer la multitude de fichiers Excel. On ira tantôt sur savoir comment vous utilisez justement votre Excel de votre côté. 53 des entreprises qui pensent que le ERP est l'un des investissements prioritaires. On voit que le 53 50 c'est assez proche. En fait, beaucoup d'entreprises qui le considèrent parce qu'ils ont commencé à voir la valeur, qu'est-ce que ça peut apporter, pourquoi les gains, mais pourquoi actuellement on en a besoin quand on commence à chercher du data et à manquer de gens aussi pour le traiter. Hein, on cherche à automatiser, on manque de gens, c'est du côté ici, c'est du côté des États-Unis aussi. Les entreprises commencent à avoir davantage à valeur. Ce n'est pas nouveau comme solution d'ERP, ça fait dans les référents, j'ai vu 1982, IBM qui aurait lancé le premier ERP, qui l'a appelé comme ça. Mais ça fait donc longtemps que ces solutions-là existent. Il y a eu une grosse vague de fin 90-2000 avec le Lean. Puis on est vraiment dans une nouvelle vague avec des logiciels beaucoup plus évolués, avec tout le virage numérique. Donc, bref, beaucoup d'entreprises qui voient ça comme un investissement prioritaire davantage que même l'automatisation robotique, par exemple, dont je parlais avec Jean-Philippe tantôt, qui est d'autres projets très importants aussi. Budget moyen par utilisateur, puis ça, je vous le dis, c'est vraiment c'est rough, mais c'est dans cette étude-là, d'environ 9 000 par utilisateur. 5 des organisations qui utilisent efficacement leur ERP et celles qui l'utilisent efficacement, là, on ne dit pas là-dedans, mais bref, ce point-là, pour moi, je l'ai gardé, cette statistique-là est très importante. Beaucoup d'entreprises ont des logiciels et sont vraiment sous-utilisés. Soit il y a manqué de formation, soit ça n'a pas été implanté complètement. Juste faire admettre quelqu'un qui entre. On a justement quelqu'un de RP là, qui se joint à nous dans la séance. Donc, beaucoup d'entreprises, bref, qui comprennent mal. Ça a été implanté parfois rapidement. On n'a peut-être pas bien compris. Je trouve ça important parce que c'est le but aujourd'hui, quand on parle de cahier de charge, de bien définir c'est quoi les besoins de l'entreprise, les besoins prioritaires, focusser sur les bonnes choses pour implanter une solution qui va répondre aux besoins et non pas gérer la comptabilité puis les ventes seulement. Donc, voilà pour le 5 Délai moyen de sélection sur l'étude 17 semaines, c'est tout aussi ce qu'on voit sur le terrain. Dernièrement, je dirais dans les derniers mois, les projets ont tendance à s'étirer parce que tout le monde manque de temps. Beaucoup de mouvements de personnel clés aussi dans la sélection, dans l'implantation. Donc, les entreprises qui sont pleines de bonne volonté, qui ont un cahier de charge, qui font une sélection, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, mais regardent derrière et font, on n'aura pas l'équipe pour mettre ça en place rapidement. Donc, on va allonger le délai avant de donner le go à l'entreprise, l'intégrateur. L'avant-dernière, 88 des organisations dans cette étude-là considèrent que leur mise en œuvre
du ERP les a aidés à réussir. En fait, les entreprises qui vont passer par là, celles qui l'ont déjà fait, là, vous pourrez me dire oui ou non dans le chat là, si vous avez l'occasion. Mais la plupart d'entreprises qui vont passer par là vont prendre un certain temps avant d'adopter, de vraiment s'intégrer dans la solution. Et après une année et demie, 2 années, un peu après, on va dire ben, vraiment, c'est le logiciel qui nous a permis, qui nous a forcé. Ça n'a pas été facile, ça a été beaucoup de travail de s'intégrer, de changer nos façons de faire, de standardiser nos processus, de s'adapter à un logiciel auquel on n'était pas habitué au début. Et ça nous a permis de se rendre ailleurs, de centraliser l'information et d'aller chercher de la croissance et d'atteindre les objectifs finalement. Donc, 88 ce chiffre-là est super important. Puis 29 pensent être confrontés à un dépassement budgétaire. Bien évidemment, c'est une des craintes en fait, de la plupart d'entreprises qui vont se lancer dans un projet de logiciel. Et je reviens, c'est d'autant plus important de bien définir de quoi on a besoin et les balises, où ça commence, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse, et capable d'évaluer d'une certaine façon aussi le retour sur investissement d'un projet ERP. Objectif du cahier de charge. Pourquoi on prend la peine de rédiger quelque chose? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits en découpant, en scopant, disons, le projet de façon un peu simple, où vraiment j'ai eu des clients qui m'ont appelé. On a rencontré tel fournisseur, c'est intéressant, on n'est pas certain. OK, puis c'est quoi votre démarche? Ben, c'est eux qui nous ont appelés, on les a rencontrés, puis ça a l'air intéressant. Ben, oui, puis souvent, c'est effectivement une solution intéressante qui peut être adaptée. Puis je comprends évidemment les entreprises qui vendent des logiciels de fonctionner comme ça, mais ça ne devrait pas empêcher l'étape de vraiment bien définir les besoins. Ça peut être avec l'intégrateur, souvent, ça va être un consultant externe qui est neutre entre les deux pour venir faire le pont puis attacher ça ensemble. Donc, les objectifs, on veut présenter le contexte de l'entreprise. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ce projet-là? Pourquoi maintenant? Où est-ce qu'on en est dans le développement, dans la croissance? C'est quoi les autres projets essentiels autour? Est-ce qu'on est en train de faire une restructuration? Est-ce qu'on est en train de finir la fusion d'une autre entreprise, par exemple? Est-ce qu'on est en train de lancer un nouveau produit? Un logiciel ERP, une implantation va demander beaucoup d'énergie, va demander du temps. On ne se le cachera pas, là, ça va être des heures supplémentaires pendant quelques semaines. Tout le monde va être un petit peu hyper sollicité. Il faut avoir le temps, les capacités de faire ces projets-là. Donc, le contexte autour, on doit être rendu là, on doit savoir dans quoi on s'embarque. Donc, c'est hyper important que l'intégrateur comprenne bien là où est l'entreprise, là où ils s'en vont et pourquoi ce projet-là maintenant. Deuxième point, définir les attentes du projet. Ça, c'est un autre élément hyper important. Pourquoi on s'en va là? On veut centraliser, on veut avoir des gains, on veut avoir des tableaux de bord, on veut arrêter de rentrer de l'information en double. Parfait, mais les attentes sont combien? Est-ce qu'on est capable de les mesurer? Est-ce qu'on est capable de dire c'est quoi l'indicateur qui va faire qu'après le projet, ça a été un succès? Donc, ça, c'est super important aussi. Fixer les paramètres, bien évidemment, en termes d'échéancier. Il y a un paquet de données qu'on regardera dans le contenu tantôt. Il faut venir établir ça. On a nos attentes de projet, puis on a les paramètres de c'est quoi l'environnement dans lequel on va s'implanter. Et finalement, on veut encadrer les demandes, les demandes de soumission pour les fournisseurs, puis établir une référence pour comparer les offres. Une fois qu'on a établi définitivement ce qu'on veut avoir, on a encadré le projet, voici ce qu'on veut faire, l'échéancier, l'utilisateur, on veut que ça couvre de là à là, voici nos défis. Mais tout le monde, tous les fournisseurs vont proposer leur solution dans ce contexte-là. On va pouvoir comparer les offres après. Donc, super important. J'aime faire le parallèle, en fait. C'est comme si on se lançait dans la construction d'une maison et qu'on n'avait pas fait les plans avant. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Bon, dans ce cas-là, l'escalier est un petit peu. Il y a un petit léger offset là, par rapport aux portes. Il faut se tirer le pied un petit peu quand on entre. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est qu'on risque fortement de mettre en œuvre quelque chose qu'on n'a pas fait le plan assez en cours de route. Et évidemment, ben, c'est comme dans de la construction. Une fois que la pépine est rendue sur le chantier, il est un petit peu tard pour changer les plans. Une fois que le projet est lancé, on peut les changer les plans, évidemment, mais ça implique forcément des coûts, des ressources de temps aussi. Donc, c'est vraiment hyper important le cahier de charge pour ça. Ça, je vais juste montrer la représentation. Là. On va souvent dire le ERP, ça va couvrir l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc, ça va couvrir la production, les finances, la gestion de projet, les ventes, la gestion des stocks, l'inventaire, les ressources humaines, les achats. Ça, c'est le modèle théorique. Puis là, si on garde un peu ces bulles-là, bien, la réalité, c'est que la plupart des entreprises vont avoir un système qui va être déséquilibré. Donc, ils vont utiliser beaucoup certaines fonctions et beaucoup moins d'autres, voire pas du tout.
Ouais, là, j'ai pris l'exemple d'un manufacturier, mais ça va souvent, souvent, souvent dans le manufacturier être centré autour de la planification puis de la production. C'est là qu'ils ont les enjeux. Oui, bien sûr, les finances, mais c'est rare que c'est par là que ça arrive le besoin. En général, c'est on a un logiciel comptable qui ne gère pas bien l'inventaire, qu'on n'aime plus, qui n'est plus à jour, on n'a pas beaucoup de services, on voudrait plus de fonctions, ce n'est pas possible. Mais d'un point de vue finance, côté-là, ça fonctionne. C'est tout le reste autour qu'on va améliorer. Parfait. C'est quoi tout le reste? C'est quoi les priorités? Bien là, voilà, la production. Alors que souvent, en tout cas dans le manufacturier, dans les plus petites entreprises, le volet gestion des RH, il est souvent pas très présent. Et dans beaucoup des solutions aussi développées ici au Québec, dans les tiers 3, tiers 2, ben, on n'a pas beaucoup de volets RH non plus parce que le besoin n'est pas là au niveau de l'entreprise. Donc, c'est vraiment très, très déséquilibré. C'est hyper important de comprendre c'est quoi qui est le focus dans l'entreprise pour ce projet-là. Le cahier de charge doit refléter cette réalité-là aussi. Pas juste en termes de bulles, mais vraiment en termes de priorité pour chaque fonction. Je vois qu'il n'y a pas de questions encore. Comme je vous dis, je vous rappelle, n'hésitez pas, s'il y a des questions, soit vous m'interrompez, allumez votre micro, posez la question, dites un instant, j'aurai une question, ou via le chat, n'hésitez pas. Des fois, je parle un peu vite aussi, là, donc ça peut me ralentir d'avoir des questions. Je veux sauter dans le contenu. Là, j'ai fait un peu une blague en montrant des cartables, évidemment. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce n'est pas aussi laborieux et en multiples copies. Hein, on ne va pas faire un projet pour aller dans le numérique puis envoyer ça papier. Mais bon. En fait, ce que j'ai fait, j'ai regroupé les sections. Là, vous allez voir dans les références que je vous envoie, si vous faites des recherches, il y a plein de façons de le voir. Il y a différentes écoles de pensée sur les morceaux devraient être placés comment. Ce que j'ai voulu faire, c'est de vous ramener tous les éléments qui, selon nous, selon d'autres experts aussi, devraient être présents dans le cahier de charge d'une façon ou d'une autre, puis avec plus ou moins de profondeur en fonction de l'entreprise. Premier élément, bien, confidentialité, c'est en général un avertissement ou vraiment un engagement qu'un NDA avant, donc un engagement de confidentialité envers les fournisseurs pour dire nous allons, en tant qu'entreprise, vous donner plein d'informations sensibles à propos de notre réalité, de notre contexte financier. Vous devez vous engager à le garder confidentiel. C'est vraiment juste une formalité au départ, mais qui est très importante. Comme je disais, les entreprises qui vont rentrer en sélection vont vraiment s'ouvrir complètement, là, ouvrent les livres, puis leur façon de faire, leurs recettes. Là. Donc, c'est hyper important. Je pense que tous les intégrateurs, développeurs, éditeurs que j'ai rencontrés respectent ça. Je n'ai pas vraiment de doute, mais pour moi, c'est hyper important de se protéger au niveau confidentialité. Deuxième élément, c'est un petit peu ce que je disais tantôt, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'entreprise? Là, je l'ai résumé en un point, là, à propos de l'entreprise, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. C'est de faire comprendre où on est rendu, on est qui, pourquoi on s'en va là. Donc, présentation de l'entreprise. Ça peut être ses dirigeants, c'est quoi les produits, les services, la répartition du chiffre d'affaires, c'est quoi l'historique derrière. Bon, on est la relève depuis 2 ans, on cherche à avoir une croissance de tant de pourcents, on repose sur des anciens systèmes ou on a un système maison, on repose sur une ressource, on est à risque. Bref, l'intégrateur va avoir besoin de comprendre d'où vous arrivez pour être là, c'est quoi la maturité, c'est qui l'équipe derrière aussi, nombre d'employés, grosseur, bref, comprendre le contexte du projet, c'est dans la section 2 beaucoup, là, à propos de l'entreprise qu'on va aller présenter cette information-là. Organigramme, il est important de bien communiquer la structure. En fait, qui va prendre les décisions? C'est quoi les départements? Comment est monté l'organigramme d'entreprise? Puis évidemment, ça vient un peu avec le nombre d'employés, il y a combien de personnes, puis le nombre d'utilisateurs. En fait, là, on va pouvoir faire le lien entre telle fonction d'entreprise, utilisateur là. Ça vient recouper l'information. Ça met aussi la table qui va prendre les décisions, c'est qui les acteurs clés importants. Si on dit le focus il est beaucoup sur la production, tantôt je disais la bulle qui était plus grosse, ben, c'est qui la production? Ça représente qui? C'est-tu un superviseur, c'est un directeur, c'est 3 personnes? Donc, on veut faire le lien entre tout ça pour comprendre. Le contexte, au-delà du à propos de l'entreprise, le contexte là, plus d'affaires, en fait. Qu'est-ce qui amène l'entreprise à se lancer là maintenant? Donc là, on tombe dans les objectifs mesurables du projet. Pourquoi on est rendu là maintenant, vers où on veut aller ou quelles expériences on a vécues. Là-dedans, ça peut aussi être un nouveau dirigeant qui a connu telle solution ailleurs avant, qui a vu les bienfaits, qui veut amener cette solution-là. Puis là, il faut comprendre. Lui, il a travaillé avec X logiciel. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, dans la nouvelle entreprise, X logiciel va être la meilleure solution. Mais de savoir que telle personne a déjà participé à un projet par le passé,
Ça, c'est super intéressant d'avoir ce bagage-là. Donc, les écueils, les risques à l'interne, c'est quoi les pièges à éviter. Il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Même si on est accompagné, d'avoir des gens à l'interne, c'est super important. Donc, voilà pour le contexte. Les objectifs, c'est quoi les objectifs visés? Tantôt, je disais les attentes, on veut les mesurer. Est-ce qu'il s'agit de réduire les erreurs, le temps de saisie de données? Est-ce qu'on veut centraliser l'information, faciliter la prise de décision, avoir des indicateurs? Est-ce qu'on veut être capable de gérer l'inventaire en temps réel parce qu'on a décidé qu'on voulait faire de la vente en ligne, par exemple, et avoir un inventaire centralisé? Il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs objectifs même pour un seul projet. Ça dépend vraiment de l'entreprise, de ses enjeux, où est-ce qu'elle en est, mais c'est très important de les identifier et de les mettre mesurables. Tantôt, je disais comment on va identifier que le projet est un succès. Bien, c'est si on a atteint ces objectifs-là ultimement. Donc, voilà pour les objectifs. Un peu relié, en fait, d'où ça vient ces objectifs-là? Il y a eu des priorités et des enjeux. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? C'est quoi les peines dans l'entreprise, les douleurs? Qu'est-ce qui fait mal à l'entreprise actuellement? Qu'est-ce qui va convaincre le dirigeant d'investir? Et finalement, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas bien actuellement qui va faire que tu vas mettre un 100 000, 150, 300 000 sur un projet, sur un logiciel, plus du temps de ton équipe? Tu sais que ça va faire mal pendant un bout de temps d'aller chercher des heures qui ne sont pas beaucoup disponibles, mais ça vaut tellement la peine parce que X raisons. Je perds tant de dollars en non-qualité parce que je ne réussis pas à capter l'information ou j'ai de la perte de matériel, je ne la traque pas, je ne sais pas ça vient d'où, mes clients me demandent une traçabilité, je ne l'ai pas. Il y a plusieurs enjeux vraiment souvent opérationnels qui vont emmener l'entreprise à dire, OK, là, ça, c'est ce qui va me convaincre. On va viser d'augmenter la croissance, augmenter les ventes, blablabla. Donc là, on est dans les gros morceaux là, de pourquoi le projet jusqu'à maintenant avec ces 6 points-là. Maintenant, bien, un point hyper important, tellement qu'il y a sa propre slide, en fait, la cartographie des processus. Comment ça fonctionne dans l'entreprise chez vous? À partir du client qui génère une commande ou qui confirme une commande ou qui demande une soumission, comment l'information circule à travers les départements, c'est quoi les différents processus, comment ils sont attachés ensemble. Ça, c'est la clé, en fait. On veut comprendre la chaîne de valeur puis les autres processus autour pour savoir qu'est-ce qu'on a à supporter. Le logiciel, il va devoir supporter quel genre d'opération et ça circule comment actuellement. Là, ça, c'est une belle cartographie très, très linéaire, relativement simple, avec en gris l'actuel, en vert l'idéal. J'ai mis un truc juste pour un exemple. Et puis là, je veux savoir de votre côté, encore un petit slido, reprenez votre lien, là, ceux qui l'avaient encore, peut-être que vous avez déjà la deuxième page proche. Est-ce que vos processus sont établis et documentés? Parce que si on dit qu'on veut les documenter, qu'on veut fournir ça dans le cahier de charge, encore faut-il l'avoir fait. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises, oh, j'aime ça, oui à 100%, wow, partiellement, ça c'est plus souvent. Je m'attends à des oui, mais ils ne sont pas à jour ou des pas encore. Nos quoi? Okay. Nos quoi 40%? Bon, c'est un peu une blague, mais on comprend que le non pas encore ou nos quoi, ça va aller ensemble pour le calcul. Partiellement. Ça, c'est bon, partiellement qui prend la place. Là, en général, c'est ça, c'est les processus sont documentés en partie. Ils ne le sont pas tous et ceux qui le sont en partie et ne sont pas à jour. On aurait pu mettre cocher plusieurs options. 7 répondants. On va se laisser encore quelques secondes, ceux qui veulent aller ajouter leur grain de sel. Là, je serais curieux. Oui, à 100%, pour faire 14%, ça va être 2 personnes qui ont répondu ça. Vous devez être des entreprises structurées, documentées ou ISO, quelque chose comme ça, là, pour avoir des processus documentés. Ou ça a été fait récemment dans le cadre d'un mandat, par exemple, ou d'une sélection ERP. Là. Partiellement. L'objectif, bon, partiellement 29. Donc quoi? 29 aussi. On voit, c'est assez rare que les entreprises ont bien documenté l'ensemble des processus. Puis on veut les processus clés, là, essentiellement. Il y en a qui sont un peu moins importants, que c'est moins critique, mais d'autres sur lesquels c'est la valeur de l'entreprise. La création de valeur repose sur un processus qui est dans la tête de 3-4 personnes. Bien, là, on est à risque. Quand vient le temps d'amener un logiciel là-dedans, forcément, le logiciel, il ne fera pas ce qu'il y a dans la tête de Claude. Merci, je vois Robichaud, ISO 13845. Donc, effectivement, voilà une des réponses. Donc, processus pas bien documenté, on veut rentrer un logiciel qui fonctionne de façon très compartimentée, bien qu'intégrée, bien forcément, on va devoir adapter nos processus. Donc, cette étape-là, de documenter le processus, de l'améliorer, fait souvent partie intégrante ou au travers du projet
à moins que ça ait été fait juste avant, mais sinon, ça vient provoquer la cartographie. On doit absolument comprendre comment sont faites les choses et la majorité du temps, il y a des opportunités d'amélioration qui sont là. Et on ne veut pas trouver un logiciel ERP pour faire exactement ce qu'on fait actuellement. On veut faire mieux, on veut s'inspirer des meilleures pratiques. Les éditeurs de ERP ne sont pas là pour coller là, une solution sur votre réalité à vous si elle n'est pas bonne. Ils sont là, ils ont développé sur les meilleures pratiques de leur clientèle, puis les meilleures pratiques en général, des façons de faire. Des fois, ça colle parfaitement, des fois, on doit adapter un peu, mais l'important est d'avoir un processus qui est linéaire, qui est documenté, qui simplifie, en fait, qui n'est pas dans la tête de Claude. Je ne vise pas de Claude en particulier. Prochain composant, après avoir parlé de cartographie, ben, les logiciels, puis là j'ai mis les fichiers Excel, c'est un peu ma blague de tantôt, mais tout ce qui est logiciel utilisé, en fait, l'information numériquement, elle circule dans quoi? Elle vient d'où? Dans quoi on fait les soumissions? Dans quoi on fait le dessin? Les bombes, on les génère dans quoi? Les commandes, on les passe par où? On veut comprendre tous les logiciels qui sont utilisés. Puis j'ai mis le fichier Excel parce que honnêtement, là, je pense que je n'ai pas croisé d'entreprise, en tout cas du secteur manufacturier. Puis ce matin, j'étais avec d'autres secteurs d'activité, puis tout le monde a certains fichiers Excel, puis on verra tantôt, là, juste après, je pense, pourquoi on s'en sert, mais on s'en sert pour tout d'Excel. On a besoin de comprendre. Il ne faut pas qu'il apparaisse des surprises en cours d'implantation. Ah, mais là, je fais une exportation le vendredi de telle commande, puis là, je fais un fichier. Non, on veut le savoir, ça. Un, est-ce que c'est essentiel? En as-tu besoin? Oui, c'est pour gérer les BO. OK, mais là, les BO, c'est important. Donc, il faut comprendre l'ensemble des outils, donc logiciels et fichiers Excel ou autres, peu importe. Là. Il y a du Google Sheet aussi en masse qui circule pour gérer des entreprises. Donc, on veut bien comprendre ça. Neuvième élément, ben, tout ça, en fait, l'architecture applicative, ces logiciels-là, ils se parlent ensemble ou pas, comment ils interagissent. Donc, moi, j'aime bien présenter, je pense que j'ai les slides juste après, on va vous montrer un exemple, là, comment ces logiciels-là interagissent. C'est un peu comme la cartographie des processus, mais au niveau des applications par où l'information circule. Puis ben, le 10e point est relié, fait les interfaces. Donc, le logiciel qu'on va chercher, il va devoir s'interfacer avec quel logiciel actuellement en place, soit interne, soit externe. Ça peut être des données qui vont arriver d'un client qu'on veut envoyer à un fournisseur, qu'on va recevoir du site web, par exemple. Bref, il va en général y avoir un autre logiciel auto ou un logiciel spécialisé qu'on veut vouloir interfacer. Donc, il va y avoir d'autres logiciels autour. On veut les connaître évidemment dès le départ pour prévoir cette intégration-là. Ça, c'est un exemple que je traîne depuis longtemps, en fait, où on voit l'entreprise, en fait, que reçoivent des commandes par la messagerie, le Outlook, peu importe, qui envoie ça au vendeur qui fait le suivi des ventes, on fait de la gestion de projet. Les machines, on suit la production des formulaires papier, on rentre ça dans le système comptable. C'est pour vous montrer un petit peu comment l'information circule. Puis là, ben, plus on avance, un système comptable, là, il n'est pas très bon pour faire des rapports Excel, qu'on fait une exportation, on fait les budgets annuels dans Excel, puis à chaque mois, on sort des rapports du mois dans Excel, puis le suivi des ventes, ben, on le rentre plus tard dans le système comptable. Et là, finalement, on se rend compte que c'est un peu. Ben, il y a plein d'informations qui circulent entre les différents systèmes, puis il y a beaucoup de transferts d'informations. Cette façon-là n'est pas très digeste à présenter, évidemment. J'aime bien le présenter dans un format un peu comme ça. Donc, où dans ce cas-là, on avait l'architecture actuelle avec un logiciel MES maison qui parlait, qui parle encore, je pense, avec certaines machines qui donnent des données de production. Il y avait un lien avec Outlook pour la réception de commandes, logiciel de comptabilité à Comba dans ce cas-là, logiciel RH. Donc, beaucoup de solutions autour, voyez-vous, qui sont en partie intégrées ou pas, qui échangent l'information ou pas. Donc, ça, c'était l'actuel. Et là, dans ce cas-là, dans l'architecture applicative souhaitée, ben, il y a encore des choses à gauche qui sont là. Site web, Outlook, évidemment, il y a un portail là, qui va fournir l'information sur certaines commandes. On veut amener ça dans un ERP avec des ponts vers le logiciel MES qui est déjà présent et le logiciel RH qui était déjà présent aussi. Donc, ça, c'est un exemple de solution où voici, cher fournisseur, comment on voit les choses, dans le fond, comment les processus, comment l'information, on veut que ça circule. Voici le topo des logiciels ensemble. Ça, ce n'est pas figé dans le béton. Hein. L'intégrateur va proposer, va dire oui, OK, il y a ça, mais moi, je le ferais comme ça. Ou non, le BI, il n'est pas dedans. Moi, je propose Power BI, on va faire ça comme ça. Voici de quoi ça a l'air, voici pourquoi on le fait comme ça. Il faut être ouvert, mais il faut quand même avoir défini les attentes, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec avant.
la fameuse question. Là, je vois qu'en bas, achat, il manque le petit pourcentage. J'espère que ça va se replacer avec les résultats. Je vous demande, encore une fois, sur le Slido, le même code. Excel, chez vous, ça sert à quoi? Comment vous l'utilisez pour la comptabilité? Parce qu'il y en a encore qui gèrent la comptabilité dans Excel. Pas dans la moyenne, mais dans les très petites entreprises, il y en a encore. Puis ben, il y a un certain step avant d'en sortir des fois. Et c'est les réflexes de base, on rentre là-dedans. Une réponse pour chacun. Okay. Une réponse qui a répondu oui partout, merci. Donc, la comptabilité, gestion de projet. Il y a beaucoup de gestion de projet qui se fait encore, l'assignation des tâches, le suivi des ressources qui se fait dans Excel. Beaucoup des soumissions ou de l'estimation à tout le moins dans Excel, puis on le rédige après même dans un ERP. Moi, j'ai vu beaucoup de cas où il y a des soumissions qui sont calculées dans Excel, rentrer une ligne dans le système ERP. La facturation, il y a encore des entreprises aussi qui facturent dans Excel, planifient les opérations. Je vois qu'il sort fort en haut, 88%. Ça, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas parce que ben, on a beaucoup d'entreprises qui ont leurs propres règles de planification, qui sont des fois pas toujours simples, qui ont des contraintes qui se sont faites imposer ou qui se sont imposées au travers du temps, qui fait que les logiciels de planification ne répondent pas toujours de la même façon aux besoins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas répondre aux besoins, mais ils ne répondent pas de la même façon parce que l'entreprise, des fois, n'est pas assez mature pour rentrer dans un logiciel ERP, dans un planificateur de tâches. Il y a trop de contraintes, on gère mal par exemple, les routes de fabrication, ben, le logiciel ne pourra pas, il ne sait pas, lui. Il ne remplace pas la tête de Claude. Alors, est-ce qu'on a peut-être encore quelques réponses? Je vois 8 répondants. Deuxième réponse, gestion de projet. Je disais beaucoup gestion des tâches, on en voit encore beaucoup. Rapport financier, même si on a un logiciel comptable, on va encore faire ça. On va faire les rapports dans Excel ou de plus en plus dans Power BI là, parce que c'est un peu visuellement plus beau. Mais bref, tout ça pour achat, je ne vois pas en bas s'il affiche, je sais pas, un petit bug d'affichage, peut-être qu'il y a zéro. Il y en a encore aussi qui font des achats dans Excel. Donc, très représentatif. Merci de vos réponses, de participer. C'est beaucoup plus le fun d'avoir un petit peu de feedback comme ça, puis ça correspond vraiment à ce qu'on voit sur le terrain aussi. Donc, vous voyez que Excel est encore très présent, mais tous ceux qui ont répondu ces réponses-là, et des fichiers donc, qui sont utilisés pour faire des choses, que si on intègre un nouveau logiciel pour gérer les opérations, bien, forcément, il va falloir savoir il y a quoi dans ces logiciels-là, dans ces fichiers Excel-là. Est-ce qu'on les garde ou pas? Comment on les remplace? Il va falloir gérer le changement aussi parce que non, ce ne sera pas le même écran fait de la même façon, le même bouton à telle place. Ça va changer. Je poursuis dans le contenu, 11e point, 11e bloc, les fonctions essentielles. Ça, ben, là, je vous ramène ceux qui étaient présents la semaine dernière, ou peu importe, mais l'analyse des besoins, la grille, la liste des fonctions de l'entreprise, mais surtout des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse. Et là, vous avez sûrement couvert ça, mais ça peut aller de 100 fonctionnalités à 700. Il y a beaucoup, beaucoup de listes qui existent qui sont qui sont très complètes, mais certaines, il y en a presque trop, on s'y perd pratiquement. Mais c'est très, très, très important de comprendre qu'est-ce qu'on veut que ça fasse, qu'est-ce qu'on veut que ça ne fasse pas. C'est quoi les fonctions qui seront les plus affectées? Tantôt, je disais la planification, la production, par exemple. Il faut comprendre si c'est seulement ça le focus. Est-ce que c'est un bon projet pour le reste de l'entreprise ou on a un problème là seulement? On va avoir en général plus qu'une fonction qui est touchée, qui est impactée positivement, là, qui va avoir des gains finalement dans plus qu'une fonction. Il faut bien aller comprendre ça, puis les fonctionnalités qu'il y a derrière. Utilisateur, qui va utiliser le logiciel pour rentrer quel type d'information, puis à quel niveau d'accès? Est-ce qu'on a un super utilisateur seulement qui a accès à tout? Qui va rentrer de l'information? Est-ce qu'on va permettre aux employés de rentrer leur temps directement dedans, par exemple? Ou non, on va garder la feuille de temps, puis quelqu'un va le transférer. Qui va devoir avoir accès et à quel niveau? Il y a en moyenne là, 3 niveaux d'utilisation en général. Puis là, bien évidemment, ça va affecter le prix. Certains modèles d'affaires vont être en fonction du nombre d'utilisateurs, d'autres vont être en fonction d'une licence avec des blocs d'utilisateurs, mais il faut toujours savoir qui va l'utiliser, créer des comptes, évidemment. Donc, voilà. Particularité, j'ai regroupé dans ce terme-là, en fait, mais c'est quoi les autres informations? Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Est-ce qu'il y a plusieurs devises? Est-ce qu'il y a 2 sites de production? Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir là, au niveau de l'entreprise? Comment sera utilisé le logiciel? Il y a toujours d'autres surprises un petit peu autour qui apparaissent. Là. Oui, mais nous, on est différents parce qu'on a ça, puis on transfère de tel à tel, puis il faut se facturer à l'interne, puis c'est l'autre qui gère la production, nous qui gère le transport. Est-ce qu'on l'intègre dans le même système ou pas? On a une nouvelle division qu'on veut séparer.
Bref, quand je parlais du contexte tantôt, on va retrouver des points qui devraient apparaître dans les particularités de l'entreprise aussi. Infrastructure réseau, un élément super important. Est-ce qu'on devrait être cartographié, documenté, faire partie en fait du cahier de charge, évidemment. Et pourquoi c'est important? Pour les deux prochains points, est-ce qu'on va pouvoir installer un logiciel sur le serveur ou non, il est plein? Est-ce qu'on a un serveur? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il doit être mis à jour? Ou est-ce qu'on va être sur le web? Puis là, ça vient un petit peu avec le prochain point, achat ou location aussi. Est-ce qu'on veut acheter le logiciel? Est-ce qu'on veut le louer? Et puis, bref, tous ces points-là viennent avec l'infrastructure réseau finalement, puis le modèle de facturation. Puis un point important, là, la dernière ligne en bas, l'option de location réduit forcément l'aide financière admissible. Parce qu'un crédit d'impôt pour acheter un logiciel, si je ne l'achète pas, je n'y ai pas droit. Donc, un crédit d'impôt qui est d'ailleurs doublé jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'offres en location en mode SaaS actuellement. Le mode achat, il ne faut pas le négliger parce qu'il y a davantage d'aide financière. Bref, comprendre c'est quoi l'état du réseau. Est-ce que mes équipements, mon système sont capables de supporter le nouveau logiciel que je veux acheter et implanter? Budget. Budget, là, ça ne va pas être un chiffre précis. Il faut juste que l'entreprise soit consciente de la grandeur, l'ampleur du projet dans lequel ils s'en vont. Puis ça prend une fourchette, en fait. On sait que c'est au minimum temps, mais au maximum temps. Puis là, il y a des choses qu'on va mettre en nice to have ou en option là, qui vont venir faire jouer. On va commencer en phase 1 par ça, phase 2 par ça, mais il faut avoir un budget réaliste de départ avec une marge. Ce n'est pas vrai que ça arrive fit. Il n'y a personne qui fait des forfaits là-dedans. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a de l'intégration. La licence, ce n'est pas ça le problème. C'est l'intégration. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et forcément, puis on verra dans les risques tantôt, mais plus j'ajoute de la personnalisation, plus le budget va augmenter. Là. La solution vanille, elle ne fait pas le rapport que tu fais depuis 10 ans, puis qui n'est peut-être pas si utile que ça non plus, qu'on pourrait remplacer par le rapport standard. Bref, les pièges d'explosion des coûts sont là-dedans. Et d'avoir un budget au départ permet de dire, non, ça va se terminer là et voici l'enveloppe qu'on se met. Puis, pourquoi c'est important de le communiquer aux fournisseurs? Il n'y a personne qui veut perdre du temps là-dedans, puis ça te permet d'établir vraiment les balises. Voici l'ordre de grandeur de ce qu'on a. Alors voilà pour le budget. Prochain point, mais l'échéancier, on vise quoi? J'ai eu des entreprises qui m'ont contacté. On aimerait ça implanter ça, mais d'ici 4 mois, c'est possible? La réponse est non. La réponse est non. Tantôt, j'ai dit que ça prend en moyenne 17 semaines de faire une sélection. Un projet rush d'implantation ERP, ça ne se peut pas. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut prendre du temps. Il ne faut pas l'étirer non plus, un concept de fenêtre d'opportunité. Quand on commence un projet comme ça, si ça finit par trop s'étirer, on perd le momentum puis l'engagement des gens, mais il ne faut pas non plus chercher à le faire trop tôt. Vaut mieux faire une préparation cette année, puis la prochaine plage, pour ceux qui sont saisonniers, la prochaine fenêtre qui va s'ouvrir, là, on sera prêt, puis on ira de l'avant, on saura dans quoi on s'embarque, mais un échéancier réaliste, un temps d'implantation puis un délai, c'est hyper important de l'avoir de façon réaliste, de le présenter surtout à l'intégrateur, puis que lui, en retour, qu'il y ait un échéancier réaliste dans sa soumission aussi. Et je crois que c'est mon dernier point, le plan de mise en œuvre. On s'attend à déployer ça tout en même temps. Les finances en premier, est-ce qu'on déploie tous les modules? Est-ce qu'on va des phases? Bref, comment on voit les choses? Cette partie-là va être préliminaire dans le cahier de charge parce qu'on sera confirmé que l'intégrateur, voici nous, en tant qu'intégrateur, en tant qu'expert, comment on voit les choses par rapport à notre solution. Voici comment on vous le propose par rapport à vos défis aussi. Donc, ça, c'est un plan de mise en œuvre, disons, souhaité qu'on va présenter dans le cahier de charge. Sur mes deux derniers points, contenu souhaité de l'offre. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir dans l'offre de service qui nous sera partagée? Évidemment qu'on va avoir le budget, le prix, on va avoir qu'est-ce que vous incluez comme formation, ça coûte combien, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, ça coûte combien en extra, c'est quoi le taux horaire pour faire du développement, de la personnalisation, par exemple, c'est quoi les garanties qui sont offertes, c'est quoi votre équipe qui sera en charge, ça va ressembler à quoi, bref, c'est quoi les engagements aussi du fournisseur, on veut avoir ça dans l'offre de service. Et mon vrai dernier point, un scénario de démonstration. En fait, on va vouloir proposer éventuellement, voici comment nous, on veut que vous nous présentiez. Donc, il y a deux écoles de pensée. Soit présentez-nous comment votre logiciel fonctionne, puis on va voir s'il y a un fit, ou on vous dit, voici ce qu'on veut que ça fasse, montrez-nous que vous pouvez le faire. Cette façon-là est très, très répandue.
Là, des fois, on va un petit peu forcer l'intégrateur à chercher à répondre à notre besoin qui n'était pas la meilleure façon. J'aime bien aussi l'autre école où on permet à l'intégrateur ou à l'éditeur du logiciel de nous présenter comment lui voit les choses et de ramener ça ensemble. Il n'y a pas de façon parfaite, je pense, mais à la fin, ça va prendre une démonstration où on aura un cas réel. Donc, on va envoyer certains fichiers données qui vont devoir être fournis pour démontrer que oui, dans ma réalité, dans mon contexte, mes produits, je me retrouve, je vois mon entreprise être dans ce logiciel-là, ça fonctionne. Et là, je vois que le temps file. Ah, dernier point, c'est vrai, la liste des fonctions qu'on a faite, dans le fond, dans l'étape avant que vous avez vu la semaine passée. Je vais juste lire le commentaire après. Moi, j'aime bien le regrouper par c'est quoi les fonctionnalités qui sont essentielles, les must, c'est quelles qui sont les wish, celles qu'on espérait ou qui sont souhaitées, qui sont peut-être pas aussi essentielles, puis celles qui sont un peu optionnelles ou les nice to have. On peut s'en passer. S'ils sont là, c'est le fun. Mettez-moi là une option, s'il vous plaît. Ce n'est pas une priorité maintenant, mais on considère que dans 3 ans, on voudrait faire telle fonction. Ça pourrait ressembler à quoi? Est-ce que vous l'offrez ou pas? Donc, c'est la liste là. Je vois François, merci, qui a écrit j'ai reçu 5 soumissions. Ils ont tous fait des démos avant de me transmettre la soumission. Oui, je pense qu'il y a 2 façons de le faire. Là. J'ai des intégrateurs avec qui on travaille, qu'on amène chez des clients des fois qui vont proposer un budget avant parce qu'ils savent, voici la licence, ça coûte tant, utilisateur, ça coûte tant, selon ce que vous nous fournissez comme discussion. Moi, j'aime bien parler avec les intégrateurs avant. Bien, ils sont capables de se mouiller sur un ordre budgétaire. D'autres qui vont entendre d'avoir vu après. Je pense qu'il n'y a pas, en tout cas, mon opinion, là, il n'y a pas une façon parfaite, mais c'est la soumission finale qui va être importante. Il y a aussi une façon de voir les choses. Il y en a qui vont aimer avoir une date de butée où tout le monde doit avoir déposé une soumission. Bien, oui, ça va être comparé sur un pied d'égalité. Est-ce que c'est la meilleure façon? Bien, des fois, on va se fermer des portes de réviser, par exemple. Réviser, bien là, j'ai appris un tel fournisseur que ça, je voudrais le rajouter. Mais je ne l'ai pas envoyé aux 2 autres avant, 2 ou 3 autres fournisseurs. Bien, je ne l'enverrai pas pour qu'il soit égal. Bien non, prive-toi pas d'envoyer cette information-là qui est pertinente, qui t'a été proposée. Tu vas avoir une meilleure offre encore après. Merci, François, pour le commentaire. Je vois que le temps file vraiment vite. Mes erreurs à éviter. Bien, un cahier de charge trop long, trop détaillé. Je sais qu'on a quelqu'un d'un ERP là, qui est en ligne avec nous. On me le dit souvent, quelque chose qui va être trop long, trop détaillé, il n'aime pas ça. Quand on envoie quelque chose de relativement succinct qui résume bien l'entreprise, hein, les blocs que j'ai vu tantôt, le contexte, tout ça, Pascal, on aime quand tu nous résumes bien l'entreprise, qu'on n'a pas 75 pages à lire pour comprendre l'entreprise. Bien, ça, c'est un élément important pour l'intégrateur, puis on sauve du temps à le rédiger aussi, on met ça beaucoup plus carré, beaucoup de blabla, puis je parlerai du format tantôt, ça peut être un peu lourd à lire. Donc, pas trop long, puis le bon niveau de détail. À l'inverse, pas trop court, puis si ce n'est pas assez détaillé, puis qu'il n'y a pas le vrai contexte d'entreprise, ça n'y aura pas la valeur, on va échapper de l'information on va payer le prix plus tard, finalement. Essayer de remplacer le travail d'intégrateur, on ne pourra pas tout couvrir à 100% détaillé dans un cahier de charge. On veut donner de l'information, mais il y a l'intégrateur qui a un bout de travail à faire pour, en fonction de sa solution à lui, d'aller valider certains points. On ne peut pas dire que le cahier de charge est 100% complet, parfait. J'aime bien, en tout cas de mon côté, laisser un peu de place à l'intégrateur pour qu'il aille chercher les questions, qu'il aille faire les validations de son côté pour lui permettre de valider que c'est une bonne solution, que c'est un bon fit. Passer à côté des priorités. C'est pas vrai que toutes les fonctions sont égales. Tantôt, je l'ai dit, d'être bien pointé. C'est quoi les priorités, les peines dans l'entreprise? Il faut vraiment que ça ressorte clairement dans le cahier de charge parce que c'est ce qui va faire du projet un succès ou pas. Et le syndrome de la pensée magique. Non, un ERP, ce n'est pas magique, ça ne répond pas à tout, puis c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas beaucoup plus à dire que ça. Qu'est-ce qui va contribuer au faible taux de succès? Puis là, tantôt, j'ai mis des statistiques un peu plus récentes, mais on avait il y a quelques statistiques d'il y a quelques années où 60 quelques % des projets ERP n'étaient pas un succès du premier coup. Qu'est-ce qui explique ça? Les attentes mal définies ou irréalistes. En fait, on s'attend à beaucoup trop par rapport à ce que la solution peut faire. La pensée magique, il y en avait beaucoup encore. Parce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'un logiciel va faire, donc on s'attend à beaucoup plus. La réalité n'est pas toujours là. Manque d'informations impartiales. On ne connaît pas tous les logiciels qui existent. On se fait proposer quelque chose, ça a l'air bon, on va de l'avant. Est-ce que c'était la bonne solution? Peut-être pas. Mauvaise adéquation, mauvais fit entre le système choisi et les besoins réels de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Puis là, je vais dire les plus grandes solutions qui réussissent à vendre dans des
petite entreprise, ben, ils ont fait une vente, ils sont contents, puis c'est pas que c'est une mauvaise solution. Des fois, ce n'est pas adapté à la taille de l'entreprise. C'est difficile de faire avancer ça à l'intérieur. Ça amène beaucoup de rigidité dans une entreprise qui était flexible avant, qui était agile, qui l'a perdu. C'est pas un mauvais système. Et l'entreprise, puis la maturité n'était peut-être pas là, le fit au niveau des opérations pour supporter une solution comme ça. Trop de personnalisation pendant la mise en œuvre. On veut des rapports, on veut essayer, peux-tu me faire ça, peux-tu changer ça? Oui, ça coûte cher. Et puis, est-ce que tu as vraiment besoin ou est-ce que tu ne devrais pas plutôt changer ton processus? Des contrats à l'avantage du fournisseur. Honnêtement, là, je dénoncerai personne, puis j'aurais personne à dénoncer, anyway, mais il faut faire attention de comment les contrats sont prévus. Est-ce que, tu sais, s'il manque beaucoup de formation dans l'offre de service, par exemple, bien forcément, tu vas en demander plus après. Donc, ça n'a pas été prévu au contrat. Il faut prévoir qu'il y en aura besoin. S'assurer de voir qu'il n'y a pas des pièges dans la façon dont le contrat est rédigé aussi des fois. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on n'a pas prévu que ça arrive? Budget insuffisant pour le coût total du projet, je pense que c'est clair. Mauvaise gestion de projet, une des erreurs fréquentes. Puis actuellement, je disais, il y a beaucoup de projets qui ont été, moi, j'ai vu être mis sur pause parce que dans les équipes, il n'y a plus de capacité de gestion de projet. Il n'y a plus assez de gens capables de s'occuper du projet ERP à l'interne. L'entreprise préfère mettre une pause. Je pense que c'est sage. C'est un peu plate, mais en même temps, c'est sage. Il faut être capable de bien gérer le projet à l'interne pour en faire un succès. Formation insuffisante des utilisateurs. Je reviens sur le terme de formation. Pour moi, il devrait avoir beaucoup d'heures et un budget un gros budget de formation. On veut s'assurer que les gens comprennent la solution qu'ils ont entre les mains, sont capables d'utiliser. Si je fais de la planification basée sur de l'information qui n'est pas bonne, bien, ça ne sera pas bon. Donc, il faut que mes gens, en amont, à l'entrée de commande, les soumissions, tout le flux d'informations soit de qualité, des données de qualité représentatives de la réalité pour que le reste fonctionne bien après. Et c'est en général un enjeu de formation. Il manque d'expertise interne, c'est un peu relié à la formation. On aurait beau former plein de gens si je n'ai pas des super utilisateurs, si je ne détiens pas de la connaissance à l'interne de mon entreprise, que je dépends toujours du fournisseur externe, il ne coûte pas 25$ de l'heure et des fois, je vais hésiter à l'appeler même si j'aurais besoin de lui. Donc, ça prend de l'expertise interne. Et là, j'arrive à la fin. Là, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Ouvrez vos micros. Ceux qui les ont gardés parce qu'ils étaient un peu gênés, c'est le temps maintenant. Sinon, je les pose pour vous. Combien ça coûte faire un cahier de charge? Et combien ça coûte, là, je ne le mettrai pas en dollars, mais ça peut prendre 10-12 heures faire un cahier de charge simple pour une petite entreprise où on a déjà toute l'information et où on a fait les fonctionnalités avant. Mais ça peut aussi prendre 40, 60, 80 heures pour faire un document plus gros. Puis là, je reste dans la moyenne. Chez nous, on ne travaille pas avec la grande entreprise. Ça va prendre beaucoup plus que ça pour une grande entreprise. Il y aura beaucoup d'informations à documenter. Là, je vous dis, je couvre la petite moyenne entreprise avec ce format-là. Donc, là, combien ça coûte? Mettez un taux horaire, là, puis disons entre 16 et 80 heures. Là. Ça va ressembler à ça, mais ça dépend vraiment beaucoup de l'entreprise. Quelle longueur ça devrait faire? J'ai vu des 15-20 pages, j'ai vu des 120 pages. Ça va prendre la longueur que ça a besoin pour présenter les contenus que j'avais tantôt de façon claire. Il ne faut pas, moi, des paragraphes très longs d'explication. Je ne suis pas fan de ça parce que c'est pas l'information, il faut la lire, il faut la digérer. Quand c'est des paragraphes plus courts, je suis très fan de bullet points, de mots-clés qui sont encadrés, d'être capable de rapidement comprendre, mais que tout soit là. Donc, la longueur devrait être quelque part entre peut-être 20 et 60 pages. Moi, je l'aime bien en format. Ma quatrième question, je l'aime bien en format PowerPoint avec un peu des images. Si je mets une cartographie, ça va être facile. Dans un document Word, pensez-y, là, on consulte nos documents où principalement sur un écran. L'écran, il est fait en largeur. Le document Word, oui, ça se met en largeur, mais je trouve que le PowerPoint est beaucoup plus adapté. Donc, pour le meilleur format, là, je préfère de loin le PowerPoint maintenant. Mais la grille des fonctions, dans Excel, ou ça peut être dans PowerPoint aussi si on leur travaille, mais une grille vraiment qui est des lignes, donc Excel est bien adapté à ça. Qui devrait rédiger le cahier de charge? Souvent, ça va être un consultant externe, ça va être des fois des gens à l'interne aussi. En fait, quelqu'un qui est capable de ramasser toute l'information qu'on vous a présentée pour le contenu, c'est cette personne-là qui devrait les rédiger, puis quelqu'un qui a le temps de le faire, quelqu'un qui a le temps de gérer la communication avec les soumissionnaires. C'est là que les consultants, nous ou autres, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à faire ça. Je pense que Québec national peuvent vous aider aussi à aller chercher les soumissions. Je ne pense pas qu'ils vont rédiger le cahier de charge, mais ils peuvent vous guider avec un webinaire comme ce midi, entre autres. Là. Il y a beaucoup de ressources pour vous aider à rédiger ça.
À combien de fournisseurs on devrait l'envoyer? Là? Ben, merci François qui a écrit 5. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait au moins 3, qu'il y ait 3 fournisseurs à la fin. En général, dans notre travail, on va s'assurer de choisir les fournisseurs et de l'envoyer à ces 3-là. D'autres écoles qui vont dire, ben, nous, on l'envoie à 10, à 20, puis on va choisir dans ce qu'on va recevoir, à qui on envoie le détail. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime bien qu'il y ait 3 soumissions comparables à la fin. Donc, le chemin pour se rendre à 3 fournisseurs. J'aime pas faire perdre plein de temps à plein de monde, d'envoyer plein de demandes partout. Si notre expertise, c'est d'amener rapidement l'entreprise vers c'est quoi le genre de solution qui fait de bien, ben, il n'y en a pas 25 qui fait de bien. Donc, à combien de fournisseurs, là, c'est variable, là, mais c'est entre 3 et j'ai vu du 8-10 déjà, là, mais pas plus que ça. Là. Devrait-on partager les questions d'un fournisseur avec les autres fournisseurs? Ben, pourquoi pas? En fait, les questions qu'un fournisseur me pose, si la réponse est pertinente pour lui, devrait être pertinente pour les autres. Et quelles sont les prochaines étapes? Bien là, je vois que le temps est presque à la fin, donc les prochaines étapes sont le prochain webinaire. Bien, envoyer le cahier de charge, recevoir les soumissions, puis là, bien, le processus de sélection et d'implantation qui vient après. Jean-Philippe, je vois que tu raffiches ta caméra. J'arrive pile dans le temps. Je mets les références. Ceux qui veulent faire un snapshot, là, vous l'aurez, les liens. Mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de références. Pas toutes adaptées au Québec. BDC a quand même des articles super intéressants adaptés au marché canadien avec beaucoup de ressources. Là. Honnêtement, là, il y a beaucoup de travail qui est fait derrière ça, puis plein d'autres sites là, de références après. Je te laisse parler, Jean-Philippe. J'ai parlé beaucoup, j'ai de la bouche sèche. Oui, ça doit, certainement. Merci beaucoup, Pascal. Super présentation. Je pense que c'était très, très complet. Écoutez, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Il reste encore 2 petites minutes. Sinon, ben ouais, je remercie Pascal encore une fois. De notre côté, effectivement, on ne remplit pas les cahiers de charge. C'est pas nous qui faisons ça, clairement. On se réfère aux experts, bien sûr, de ce côté-là, comme dans beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Sinon, on a un petit questionnaire pour vous, chers auditeurs, pour savoir un peu ce qui vous intéresse pour la suite. On va avoir d'autres séries Midi Experts précises qui s'en viennent. Je le mets dans la conversation actuellement. Si vous voulez prendre 2 minutes pour aller remplir ça, en fait, c'est 3 questions. Je pense que c'est très, très court. Donc, ça pourrait être bien. Et puis, ben, je remercie Pascal encore une fois, puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine si je n'ai pas de questions qui apparaissent. La semaine prochaine, on va parler de sélection et d'implantation. Comme le disait Pascal d'entrée de jeu, c'est un gros morceau. Mais en fait, tous les morceaux sont gros et importants. Et vous l'avez compris aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'expertise dans tous ces morceaux-là. La carto, ça a l'air simple, mais il faut la faire, il faut la penser pour en avoir fait pour que ça soit efficace, en fait. Donc voilà. Pascal, je te laisse peut-être le mot de la fin, si tu veux. Hey, j'ai pas grand-chose à dire. Merci là, pour les quelques commentaires. Merci pour l'interaction avec les slidos. S'il n'y a pas de questions, j'espère que ce n'est pas parce que je parlais trop et j'ai trop rempli le temps. Mais bref, merci encore pour l'opportunité. Puis je comprends qu'il y a plusieurs projets. Là. Prenez le temps, allez chercher de l'aide. Là, selon moi, c'est la façon de le faire. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on vous présente cette série-là d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine.